L'année 2021 a été riche en rebondissements mode. Entre scandales et tendances, retour sur les événements mode les plus marquants de l'année. Avant de commencer à parler des défilés marquants, des designers incontournables, des tendances qui ont marqué l'année, sachez que cette vidéo est sponsorisée par le site Farfetch qui est un site multimarque sur lequel vous retrouverez énormément de produits, énormément de marques et notamment des produits de luxe. Personnellement, j'ai craqué sur ces boucles d'oreilles Paco Rabanne, j'en suis totalement fan. Cette collection Paco Rabanne, je m'en remets pas, souvenez-vous, il y a 2 mois, j'ai déjà craqué sur le collier, je les trouve oufissimes. J'ai également craqué sur ce pull JW Anderson, je crois que c'est le pull le plus confortable que j'ai jamais eu de ma vie et en plus j'adore ce design. On peut également le mettre en cardigan, il y a plusieurs coloris, vraiment une tuerie. Et autre craquage un peu inattendu, il s'agit de la Triple S de Balenciaga version argentée. Avec le Black Friday il y avait une super promo, je les ai pratiquement eu à moitié prix et du coup j'ai pas résisté, je les ai prises. Je comptais pas forcément m'en prendre mais écoutez, aucun regret, je les trouve magnifiques, je les mets quand même régulièrement. Le fait qu'elles soient argentées ça change un petit peu, ça donne un petit truc en plus, mais en tout cas je les ai eu à un très bon prix et d'ailleurs j'ai un code promo pour vous si jamais ça vous intéresse qui vous donne moins 10%. Je vous mets toutes les conditions en barre d'infos, mais au vu du prix de certains produits ça peut vraiment vous faire une bonne réduction, donc n'hésitez pas à en profiter. Puis c'est Noël, c'est le moment de se faire plaisir. Vous retrouverez vraiment tout plein de produits très tendance sur Farfetch et d'ailleurs plusieurs tendances seront illustrées par des produits qu'on trouve sur Farfetch dans cette vidéo avec bien évidemment tous les liens en barre d'infos. Et ceci étant dit, on va passer au défilé incontournable de cette année 2021. Il faut savoir qu'il y a eu un engouement particulier autour des défilés physiques cette année puisque c'était l'année de la reprise. Après cette phase de défilés digitaux à cause de la situation actuelle, les marques ont pu enfin reprendre les défilés physiques et je pense que les gens avaient envie de voir du défilé physique et les marques avaient également envie de faire un effet un peu waouh, et c'est chose faite puisque beaucoup de marques ont mis le paquet pour cette année et c'est le cas de Versace et Fendi qui ont décidé de faire un swap qui s'appelle Fendace et qui a eu lieu le 26 septembre dernier. Mais c'est Kim Kardashian qui a un peu lancé les hostilités sur Instagram cet été en postant tout simplement une photo d'elle aux côtés de Kim Jones et de Donatella Versace. Il en fallait pas plus pour lancer les rumeurs, on a tous plus ou moins compris qu'un projet en collaboration allait arriver. Alors il ne s'agit pas réellement d'une collaboration puisque les deux créateurs n'ont pas travaillé ensemble, il s'agit vraiment d'un swap, c'est-à-dire que Kim Jones a réinterprété les codes Versace et Donatella Versace a réinterprété les codes Fendi et ça donne 2 défilés distincts regroupés la même soirée et on peut voir la Medusa et le Too Much de Versace côtoyer le logo Fendi. Qu'on aime ou pas le résultat, c'est un défilé qui a clairement marqué cette fin d'année. Et autre vraie fausse collaboration, il s'agit du Hack Project avec Balenciaga et Fendi et c'est Gucci qui a lancé ce défilé inédit et totalement inattendu en avril dernier en proposant un défilé pour les 100 ans de la marque. Donc c'était vraiment un défilé événement, on avait beaucoup de références à l'histoire de la marque Gucci avec par exemple des références à Tom Ford, des références au monde équestre, des références au Savoy Hotel qui était un hôtel dans lequel le fondateur de Gucci avait travaillé, etc., etc. Mais en plus de ça, on a pu découvrir une sorte de piratage de certains codes Balenciaga et c'était pour le coup vraiment inattendu, il n'y avait pas eu de rumeurs auparavant, donc il y a eu vraiment cet effet de surprise où d'un seul coup, sur le défilé Gucci, on a vu du logo Balenciaga, c'était à rien n'y comprendre, avec certains codes également dans la structure des vêtements Balenciaga. Et Alessandro Michele a expliqué par la suite qu'il aimait beaucoup l'anticonformisme de Demna Gvasalia et qu'il a donc voulu pirater sa marque. Et donc vous l'avez compris, par la suite c'est Demna qui a piraté Gucci. Ça s'est fait un peu plus tard puisque ça s'est fait en juin et c'était très attendu pour le coup. Il y a eu un peu moins cet effet de surprise avec un piratage qui était beaucoup plus visible, avec une vraie réflexion autour de la copie et de la contrefaçon dans la mode. On sait que la copie, il y en a partout, que ce soit de la grande distribution qui copie les marques de luxe, mais les marques de luxe se copient également entre elles. Et c'est encore plus intéressant puisque la contrefaçon est un fléau qui a particulièrement touché Gucci dans l'histoire de sa marque. Et du coup, il a vraiment interrogé tout ça. Il y a même des références artistiques, notamment à Magritte, ou sur des sacs qui taguent ceci n'est pas un sac Gucci, et pourtant on a quand même du logo Gucci, on a quand même les coloris Gucci, mais c'est un sac Balenciaga. Il se joue également des stéréotypes, en gros du Demna tout craché mais extrêmement réussi. Et sachez que les sacs étaient déjà en rupture de stock rien qu'en précommande. Cette
fausse collaboration a vraiment été très attendue et ça n'a pas fait rupture de stock sur tous les produits directement, mais quand même il y a eu un vrai engouement autour de tout ça et on peut le dire, Demna pour Balenciaga a vraiment mené la danse cette année avec aussi son premier défilé couture. Ça faisait 53 ans que la marque n'avait pas proposé de défilé couture. Demna l'avait déjà annoncé les années précédentes, mais à cause de la situation actuelle il n'a jamais pu le faire et là c'est sorti, personne n'a été déçu et il faut se le dire, c'était un énorme défi qu'il a réussi haut la main. On a également eu un autre défilé qui était un défilé / red carpet et là où c'était hyper ingénieux, c'est que pendant que le défilé se déroulait donc sur ce red carpet, on ne savait pas si on assistait réellement au défilé ou si on assistait à un red carpet et je crois même que certains invités mannequins ne savaient pas eux-mêmes s'ils étaient en train de défiler pour le défilé ou pas, puisqu'après tous les invités se rejoignaient dans un théâtre et donc pareil dans le théâtre les invités ont attendu est-ce qu'il va y avoir un défilé, une présentation et finalement on a eu le droit à un épisode des Simpsons qui est iconique, il faut se le dire, et tout ça a créé une vraie mise en lumière autour de Balenciaga et de ses défilés. On peut également parler de Gucci qui s'accroche puisque même si c'est une marque qui est restée et qui est très populaire, ils ont eu une petite perte de chiffre d'affaires cette année, mais qui a finalement été un peu effacée déjà par la sortie de House of Gucci qui a ravivé l'intérêt des gens pour la marque, mais également du défilé Gucci Loves Parade à Hollywood où il y avait plein de célébrités. Ça a été vraiment un défilé quand même événement, un défilé dont on a beaucoup parlé et surtout un défilé qui a eu de l'impact cette année. Et comment ne pas parler du Balmain Festival dans cette catégorie? C'était un défilé événement puisqu'il s'agissait des 10 ans d'Olivier Rousteing en tant que directeur artistique de Balmain. Donc ça se fête et pour cet événement il a décidé de faire un défilé ouvert au public, donc bien évidemment que ça crée un certain engouement autour de l'événement. Il y a eu tout de même 6000 spectateurs, on a pu avoir la voix de Beyoncé en voix off et un casting de rêve avec des super modèles des années 90. Ça a été un défilé remarqué, repartagé et qui a donc marqué l'année. De mon côté, je me suis également noté les défilés Miu Miu qui pour moi sont vraiment la bonne surprise de l'année, des défilés qu'on a regardés, qu'on a repartagés alors qu'ils n'étaient pas spécialement très attendus. On a tout d'abord eu le défilé hiver dans la montagne, dans la neige, qui a eu quand même une grosse influence sur les tendances qu'on retrouve cet hiver avec par exemple la cagoule, tout ce qui est un peu combinaison de ski, etc. C'est un défilé qui a beaucoup plu. Et dernièrement, on a eu le défilé également printemps-été 2022 avec cette mini jupe, ces mini crop top. C'est devenu une trend sur TikTok avec des personnes qui reproduisaient les looks Miu Miu à peine le défilé sorti. On a eu également des célébrités qui ont fait un faux look Miu Miu pour Halloween. Bref, c'est un défilé qui a assez fait parler pour avoir le droit à sa petite place dans cette catégorie. Et puis pour finir, je ne pouvais pas passer à côté des défilés hommages qui ont lieu cette année, notamment un premier défilé AZ Factory en hommage à Albert Elbaz où il y a quand même eu 45 designers qui ont créé des looks hommage pour Albert Elbaz. Donc bien évidemment 45 créateurs différents qui se réunissent sur un même défilé, ça fait parler, ça crée l'événement, surtout que c'était hyper émouvant puisque c'était pour rendre hommage à Albert Elbaz qui est quand même un créateur, un designer qui a marqué une certaine génération. Qu'on se le dise, quand je l'ai regardé j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et il y a eu le dernier défilé Louis Vuitton imaginé par Virgil Abloh peu de temps après son décès qui a eu l'effet d'une bombe puisque personne n'était au courant qu'il était malade. Certains membres de sa propre équipe n'étaient pas forcément au courant et donc ce défilé était un défilé hommage avec d'anciennes silhouettes qui ont marqué ces anciens défilés mais également des silhouettes inédites. Il y avait une statue à son effigie, il y a eu un feu d'artifice, il y avait beaucoup de célébrités pour lui rendre hommage. Donc encore une fois un défilé très émouvant qui a beaucoup été suivi et qui est mémorable. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre. Je vous ai déjà parlé par exemple de ce défilé ainsi que celui de Fendace ainsi que de plein d'autres. En story, je vous parle des actualités mode, des tendances. On vote même ensemble pour les red carpet. On en parle donc n'hésitez pas à me rejoindre si ce n'est pas encore fait. On va maintenant passer à la catégorie des designers qui ont marqué cette année 2021. Dans cette catégorie, sans trop de surprise, j'ai noté Demna, qui d'ailleurs souhaite maintenant n'être appelée que par son prénom et non plus par son nom de famille qu'il aimerait garder dans sa sphère privée. Donc je vais essayer de m'y tenir. Comme je vous l'ai dit précédemment, il a proposé quand même beaucoup de défilés iconiques pour cette année, mais pas que, puisqu'il a proposé également une collab avec Fortnite. C'est quelque chose qui est totalement dans l'air du temps de s'associer à des jeux vidéo. Il est hyper moderne. Il a également travaillé avec Kanye West sur son dernier album Donda. Il a
habillé beaucoup Kim Kardashian. Là, toute cette fin d'année, elle n'était habillée plus qu'en Demna Gvasalia, en Balenciaga par Demna, pas Gvasalia, il faut que j'y arrive. Et donc bien évidemment que ça a mis en lumière la marque et donc son designer, puisqu'il a même accompagné au Met Gala où il était lui-même sur le red carpet. Si je dis pas de bêtises, c'était son premier red carpet et je suis persuadée que c'était le début de son défilé, puisque son défilé s'est aussi déroulé sur un red carpet et qu'il a également été présent sur son propre défilé. Donc vraiment pour moi un designer qui a marqué l'année. Je me suis également noté Daniel Roseberry dans un tout autre genre pour Schiaparelli. C'est un designer qui est beaucoup plus discret, c'est pas une personne à laquelle on peut encore vraiment s'attacher parce qu'il se met pas en lumière, il montre pas sa vie, mais il a proposé des collections très efficaces avec une grosse mise en avant des célébrités. Il a été porté par Adele, par Bella, par Cardi B, il a été beaucoup présent sur les red carpets. Dès que quelqu'un porte ses vêtements ou qu'il sort une collection, c'est beaucoup repartagé. Je pense réellement que c'est un designer qui impressionne par ses collections et qui a donc marqué l'année. On a également donc Olivier Rousteing pour Balmain, qui certes a proposé un défilé très impactant comme je l'ai dit précédemment, mais il a également eu la sortie de son documentaire Wonder Boy où on le suivait un peu plus dans sa vie privée, dans sa vie intime, et il a également parlé de son accident suite à son dernier défilé. Il avait tenu ça secret pendant presque un an, mais un chauffage a explosé chez lui et l'a brûlé sur une partie de son corps. Il a tenu ça secret, il en avait comme honte, il dit lui-même, et finalement il s'est un peu plus confié sur ça et tout ça le rend malgré lui plus proche des gens et ça fait de lui un personnage marquant. Et je me suis noté bien évidemment Donatella Versace qui a été vraiment l'initiatrice des tendances de cette année, enfin de grosses tendances cette année. Elle a également beaucoup habillé de célébrités et notamment Lil Nas X au Met Gala. Dua Lipa a aussi beaucoup porté du Versace, elle était même présente sur l'un des défilés, elle a ouvert et fermé le défilé, ce qui a fait beaucoup parler et de la marque et de Dua Lipa. Et puis bien évidemment le swap avec Fendi, le swap Fendace a été une énorme mise en lumière sur Donatella, sachant que autour de ce swap il y a eu une sorte de vidéos, de documentaires où on les voyait chacun discuter, aller dans les archives de l'autre, et c'est ce qui fait qu'on a l'impression de la découvrir un peu plus. Bien évidemment, je voulais tout de même citer Jacques Mus qui est toujours dans le coup chaque année, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il est dans le coup, il est là, il propose toujours des projets sympathiques. Et son dernier coup marketing, c'est d'avoir lancé une boutique éphémère ouverte 24 heures sur 24 où vous aviez plein de nouveaux sacs Bambino dans des sortes de distributeurs. Et bien évidemment ça a été archi repartagé sur les réseaux sociaux, c'était un magasin en plus tout rose, il y a eu beaucoup de photos autour de ça. Jacques Mus est le roi du marketing et le roi pour faire parler de sa marque, pour créer des produits qui sont beaucoup portés et surtout pour faire parler de lui. Donc il mérite sa place dans cette catégorie. On a plein d'autres designers qui ont fait une très bonne année mais qui ne l'ont pas marqué pour autant, et c'est pour ça que je les ai pas forcément cités. Et on va maintenant passer à ceux à qui on met un carton rouge, à ceux à qui on met un blâme. Et je vais commencer, peut-être étonnamment pour certains, avec Kim Jones pour Fendi. C'est un designer qui a incontestablement marqué l'année, on a entendu beaucoup parler de lui. Mais autant chez Dior Homme, il fait toujours plus ou moins un sans faute, il trace sa petite route, ça fonctionne, les gens l'aiment bien. Mais par contre, il saccage les collections femmes de chez Fendi, et je mâche pas mes mots parce qu'il ne le mérite pas. Il fait des défilés sans saveur, des défilés, on se souvient tout juste des collections qu'il crée. Il n'y a pas de waouh autour de ses collections, il apporte rien, c'est fade. D'ailleurs même ça s'est retrouvé sur le défilé Fendace qui est quand même un défilé événement où il pouvait s'éclater. Donatella a d'après moi beaucoup mieux réussi le défi que lui. Honnêtement je ne suis pas persuadée qu'il soit fait pour les collections femmes, donc je lui mets un blâme. J'ai également noté Danieli dans cette catégorie pour Bottega Veneta qui pourtant faisait une bonne année et traçait sa petite route encore une fois. Il fait des collections qui marchent bien, des hit produits, des produits qui sont beaucoup portés, il est initiateur de tendance. C'était un peu le nouvel espoir de 2020 et pourtant il a brutalement été viré de chez Bottega Veneta en 2021. Et on n'a pas de raison, on nous a pas vraiment donné de raison. Certains disent que c'est parce qu'il avait vraiment pris la grosse tête qu'il faisait sa diva et que la marque n'en pouvait plus. D'autres ont dit qu'il avait eu des propos racistes, ça a été démenti par Kering mais on ne sait pas. Bref, vraiment c'est l'incompréhension. Danieli était très bien parti pour devenir un designer vraiment incontournable qui marque une génération et tout s'arrête. Improbable.
Rihanna mérite également sa place dans cette catégorie. LVMH avait beaucoup misé sur elle et ils avaient du coup sorti avec elle une ligne de prêt-à-porter qui se voulait semi-luxe, et finalement ça a été flop sur flop et LVMH cette année a dit on arrête la ligne, basta, on passe à autre chose. Passons maintenant à une nouvelle catégorie avec les designers à suivre. On parle ici des nouvelles révélations, des designers émergents, mais également des designers qui sont déjà très connus, mais qui remontent un peu la pente, ou tout simplement des gens à garder à l'œil. Et je me suis tout d'abord noté Tomo Kwazumi, qui est pour moi le designer à suivre d'urgence. Si vous ne le suivez pas encore, il est en passe de devenir un designer incontournable. Tout d'abord, on l'a vu dans un swap avec John Galliano dans une vidéo Vogue qui a beaucoup plu. On l'a également vu porter sur des red carpets, mais également Lady Gaga a porté l'une de ses tenues dans Vogue. Il a fait une collection capsule avec Marc Jacobs, donc petit à petit comme ça il gagne du terrain et tant mieux parce que j'adore ce qu'il fait. Miss Soe est également à suivre. Cardi B l'a porté lors des American Music Awards et regardez comme c'est splendide, c'est magnifique, je suis totalement fan et il y a une mise en avant globalement de beaucoup de célébrités. On l'a vu porter par Miley Cyrus, Ariana Grande, Naomi Campbell, Lisa de Blackpink, Anita. Bref, beaucoup de célébrités commencent à porter du Miss Soe et encore une fois, tant mieux parce que je suis totalement in love. Comment ne pas citer Nancy Dojaka qui a été la gagnante du prix LVMH et qui avait déjà eu le droit à une petite mise en avant l'année dernière par Bella Hadid par exemple. Cette année elle a été également portée par Zendaya. Elle a fait son premier défilé lors de la Fashion Week de Londres cette année. Donc vraiment c'est une designer à suivre. Bien évidemment également Charles de Vilmorin qui est le nouveau directeur artistique de Rochas et qui a fait une belle collection, une belle première collection pour la marque. Il a le droit à sa couverture du Vogue français avec Isabelle Huppert. Il a vraiment une ascension fulgurante en quoi un an, 2 ans là il a quand même marqué la mode française et il a une esthétique très reconnaissable. D'ailleurs je voulais également vous parler du comeback des anciennes marques, parfois oubliées, parfois non, avec aussi Pieter Muller pour Alaya qui a fait un retour vraiment très impressionnant, Guillaume Henry pour Patou. J'adore, doucement mais sûrement, on est d'accord, mais alors j'adore ce qu'il propose. Et également bien évidemment Nicolas Di Felice pour Courrèges qui est encore une fois à 2 doigts de devenir incontournable. Toutes ses collections font un carton, il fait de très beaux défilés. Bref, toutes ces marques là, Rochas, Patou, Alaya, Courrèges, etc. sont des marques qui sont en train de revenir en bombe. Et à garder à l'œil là pour cette fin d'année, cette nouvelle année, on a Mathieu Blasi pour Bottega Veneta. Comme Daniel Lee est parti, il lui fallait un remplaçant et donc c'est Mathieu Blasi. Donc à voir ce qu'il va proposer. Son premier défilé est en février 2022. Affaire à suivre. Et on a également des créateurs qui sont là depuis un petit moment, mais je sais pas, cette année j'ai eu l'impression qu'on a parlé beaucoup plus d'eux, avec notamment Christopher Jeanne Roger, Ludovic Saint-Cernin, Telfar Clément, Harris Reed, Sharaf Tajer qui travaille chez Casablanca. J'ai l'impression également qu'il y a un retour de John Galliano, donc tout ça là à garder à l'œil. Je vous mets tout leur Instagram en barre d'infos. Catégorie suivante, les icônes mode de l'année 2021. Et on va commencer avec Kim Kardashian qui ne vole pas sa place. Elle a d'ailleurs été nominée comme Fashion Icon au People Choice Award cette année et elle a fait un très beau discours. Elle remerciait plusieurs designers de lui avoir fait confiance et elle remerciait également Kanye West pour l'avoir présenté à ce milieu de la mode. Elle a fait beaucoup de looks avec Balenciaga qui ont été extrêmement remarqués, extrêmement repartagés. Son look pour le Met Gala était l'un des plus iconiques et un de mes préférés. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le Met Gala, n'hésitez pas à aller la voir, je vous donne mon avis un peu plus développé dans cette vidéo. Et elle a fait une collaboration, enfin sa marque Skims a fait une collaboration avec Fendi, chose un peu inattendue mais qui a mis un bon coup de lumière sur Kim Kardashian. Je me suis notée Zendaya qui a également reçu un Fashion Icon Award cette fois-ci au CFDA et petit clin d'œil à son styliste Lau Roche qui fait un très bon travail et qui propose de très bonnes tenues et pas seulement pour Zendaya. Elle a beaucoup porté de tenues cette année puisqu'elle a fait beaucoup de premières de films. On a pu la voir en Rico Owens, en Armani, en Louis V, en Westwood, en
Alaya, bref des marques toujours de plus en plus pointues, c'est clairement un sans faute pour elle cette année. Lady Gaga mérite également sa place dans cette catégorie, notamment grâce à son rôle dans House of Gucci où elle représente quand même une personnalité mode, et avec toutes ses apparitions autour du film, que ce soit lors des avant-premières, lorsqu'elle sortait de ses hôtels, etc. Elle a proposé de très bons looks. Cardi B a été extravagante mais très juste, elle a proposé des tenues toujours de plus en plus pointues, pareil du Schiaparelli, du Richard Quinn, du Mugler, du Balenciaga. J'adore ce qu'elle propose, j'adore ses looks, j'adore voir Cardi B sur les red carpets, vraiment elle m'éclate et rien ne l'arrête. Alors elle vraiment elle nous propose des tenues du feu de Dieu, je suis fan. Et pour finir je donne un petit award à Lil Nas X qui a fait une très bonne année mode, notamment grâce à son red carpet du Met Gala en Versace qui était quand même remarqué, bien que si vous avez vu ma vidéo vous savez que c'est loin d'être ma tenue favorite. Sur les red carpets il est inarrêtable, globalement comme Cardi B il propose des tenues toujours de plus en plus pointues, et il a fait également une collab avec Jean-Paul Gaultier qui était très réussie. Je voulais également citer tout de même les stars coréennes qui sont très présentes dans le milieu de la mode, ou du moins les marques sont peut-être un peu opportunistes et dès qu'il y a une célébrité coréenne qui cartonne, ils s'empressent de les prendre comme ambassadeurs. On a par exemple les BTS qui sont ambassadeurs Louis Vuitton, on a Lisa des Blackpink qui est ambassadrice Céline, on a également Jung Hae-yeon qui s'est fait remarquer dans Squid Game et qui d'un seul coup est en passe de devenir la prochaine Hit Girl. Donc bien évidemment ça fait d'eux des icônes de mode qui ont marqué cette année et pas que, et je voulais faire un petit clin d'œil à Doja Cat, à Dua Lipa et Harry Styles qui ont quand même fait une très bonne année mode. Passons maintenant aux actualités incontournables pour cette année 2021. Je voulais d'abord vous mentionner l'hyper-digitalisation. Il y a eu bien évidemment les prémices lors du confinement. On a pu voir les défilés en vidéo, les défilés digitaux. Il y en a qui se sont contentés de faire simplement de la vidéo, mais il y en a qui sont quand même allés plus loin et qui nous ont proposé du 3D, des choses qui sortaient un petit peu du commun. On a également les NFT qui sont de plus en plus répandus, dont on parle de plus en plus. C'est vraiment de l'art virtuel. Et on a par exemple un sac Gucci qui est le premier sac Gucci en NFT qui s'est vendu plus cher en version numérique qu'en version réelle. On a des marques qui s'ouvrent et qui sont 100% digitales, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas des vêtements version réelle, elles n'ont que des vêtements version virtuelle, version digitale. On a également des sites comme Roblox, je vais avoir du mal à vous expliquer exactement ce que c'est. C'est comme une sorte de monde virtuel et dessus, des fois on a des pièces mode, on a par exemple eu les Fashion Awards. Sachez que j'ai téléchargé Roblox juste pour comprendre, pour essayer de voir. En fait, voilà, on a une sorte d'avatar et on participe aux Fashion Awards de façon virtuelle et on avait des petites missions à faire et à la fin on gagnait des lunettes virtuelles. Voilà, c'est un univers virtuel mais la mode vient vachement se greffer à cet univers-là. Toujours sur Roblox, on avait le Gucci Garden qui était donc une pièce à l'effigie de Gucci. C'est encore un peu particulier si vous êtes comme moi et que tout ça vous est inconnu. C'est un peu difficile à comprendre parce que c'est pas palpable, mais vraiment croyez-moi, c'est quelque chose qui est en plein développement. Beaucoup de marques misent dessus, il y a beaucoup d'investissements sur ce genre de projet et c'est à suivre. Autre chose qui est un peu plus facile à comprendre, il s'agit des collabs entre la mode et les jeux vidéo. Je vous le disais au tout début, on a Balenciaga avec Fortnite, on a par exemple les Sims avec Moschino qui avait fait une collection pour les Sims, Marc Jacobs également, non Marc Jacobs c'était pour Animal Crossing, peut-être également pour les Sims. On a des collections mode pour Pokémon. Voilà, la mode vient vraiment se greffer dans les jeux vidéo et il y a tout un truc autour de l'hyper digitalisation qui est impressionnant et qui est en plein développement, et pour moi c'est vraiment marquant là pour cette année 2021. C'est clairement la mode du futur. Pour les actualités qui ont marqué l'année 2021, je voulais quand même tout de même reparler de l'engagement des marques. Je vous en ai déjà parlé les années précédentes, mais je trouve que vraiment ça continue, qu'on voit qu'il y a une avancée chez les marques pour la diversité, pour la fourrure. On a même Elle qui a décidé de ne plus partager de fourrure dans ses magazines. Billie Eilish qui a fait une sorte de chantage à la marque Oscar de la Renta pour le Met Gala. Elle a accepté de porter leur tenue seulement s'ils s'engageaient à arrêter la fourrure. On a de plus en plus de collections non genrées et on a aussi de plus en plus de diversité au sens large du terme sur les défilés. Ce n'est pas encore parfait, c'est même encore très loin d'être parfait, on est d'accord.
mais il y a un truc, ça avance et je voulais du coup quand même en parler. Autre événement marquant pour cette année, il s'agit bien évidemment du décès d'Albert Elbaz à 59 ans des suites du Covid. Il a marqué notamment grâce à son travail chez Lanvin et le décès donc de Virgil Abloh à 41 ans d'un cancer. Il était directeur artistique pour sa propre marque Off-White mais également pour les collections hommes Louis Vuitton, et comme je vous l'ai dit précédemment, il était malade depuis 2 ans d'un cancer et il a tenu ça secret. Beaucoup de personnes n'étaient pas au courant, donc ça a vraiment eu l'effet d'une bombe. Et souvenez-vous, en juillet dernier, LVMH devenait propriétaire de Off-White, et je pense que voilà, ce n'était pas fait au hasard, bien évidemment. Ce sont 2 designers qu'on va beaucoup regretter, qui ont donc marqué cette année. Je voulais vous parler de Vogue Paris, qui est devenu Vogue France depuis très récemment. On a tout juste 2 numéros qui sont sortis en Vogue France, et le premier, il s'agit de celui-ci avec Aya Nakamura en couverture, habillée avec la collection Balenciaga couture. Franchement c'est un bon magazine, on voit qu'il y a du changement, on voit qu'ils essayent de faire changer les choses, le contenu est pas mal et tout, j'aime beaucoup ce changement, et c'est Eugénie Trochu qui a été nommée pour diriger ce nouveau magazine. Elle était stagiaire chez Vogue américain quand elle était plus jeune, et maintenant elle est à la tête du Vogue français. C'est un parcours totalement admirable et qui fait rêver, avec du coup une tête mode maintenant à retenir, et elle a vraiment la volonté de faire bouger les choses, de moderniser le magazine, et ça se voit avec de nouvelles équipes, des gens plus engagés, des gens un peu plus ancrés, on va dire, dans l'air du temps, dans ce qui se fait en ce moment. Franchement, je suis plutôt fan. Et pour finir dans cette catégorie, je voulais vous mentionner le fait que la mode est un sujet de plus en plus mainstream, et on le voit notamment avec toutes les sorties de films et de séries dernièrement, avec bien évidemment House of Gucci, mais également Spencer, qui n'est pas encore disponible en France, en tout cas à l'heure où je tourne la vidéo, mais qui a été un film ambassadeur, on va dire, de Chanel. On a la série Alston sur Netflix. On peut parler aussi de la série And Just Like That, merci pour mon accent, avec donc qui est la suite de Sex and the City, qui est considérée comme une énorme série mode. Et on a beaucoup d'expositions, notamment Dior, Mugler, une exposition sur Vogue, une exposition sur Cartier, une exposition sur Jean-Paul Gaultier. La collection hommage à Albert Elbaz va également sortir en exposition. Bref, vraiment je trouve qu'il y a une grosse mise en avant cette année du milieu de la mode. Et on va finir cette vidéo avec la catégorie les tendances qui ont marqué l'année 2021. Comment ne pas citer les chaussures à plateforme Versace, que ce soit les sandales qui ont particulièrement plu, mais également les bottes, elles sont beaucoup copiées, que ce soit dans les marques de luxe ou en grande distribution. C'est vraiment les chaussures de l'année. Autre chaussure qui a marqué plutôt le début d'année, il s'agit des petites chaussures, des petites sandales pointues de chez Prada. On les avait vues beaucoup porter. C'est une chaussure qui a fait un carton. Pour tout rester sur Prada, on a également leur dernière collection là à Strass, notamment la réédition du petit sac Prada là tout en strass. C'est beaucoup porté, on le voit beaucoup. La version mocassin également est beaucoup portée, mais globalement c'est une collection qui plaît énormément. On peut citer le petit top Jacquemus, à peine sorti, déjà présent sur les réseaux sociaux, tout le monde le portait, avec le petit bijou Jacquemus là juste au milieu. C'est un produit qui a fait un réel carton. Miu Miu a également été initiateur de tendance avec la cagoule, qui pour le coup est devenue une réelle grosse tendance. Ça fait au moins 1 an ou 2 que je vous en parle, mais là ça y est, on la retrouve en magasin facilement. Enfin, on dit cagoule, mais en réalité maintenant c'est plus des capuches. Du coup c'est un peu plus facilement portable. Il y en a franchement de très très belles, même en grande distribution. Si vous savez tricoter, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je me suis noté les chaussures Amina Muaddi qu'on a vu partout. C'est vraiment the chaussure de soirée. C'est la nouvelle Manolo Blahnik, si je puis dire. Le sac cagole Balenciaga était beaucoup cherché, beaucoup repartagé, ça a beaucoup plu. La tendance Y2K est extrêmement présente et va continuer sur 2022 d'après moi, avec par exemple le top papillon de chez Blue Marine qui a fait un réel carton, qui a été porté par Dua Lipa, qui a beaucoup marqué les esprits. Et puis pour finir, le vert Bottega Veneta, qui est la couleur de la saison, et clairement partout, et tant mieux parce que j'adore. N'oubliez pas, si l'une de ces tendances vous plaît et que vous souhaitez craquer sur Farfetch, vous avez mon code promo pour vous faire plaisir. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Ce serait intéressant de voir à vous votre résumé en commentaire, voir si on est d'accord ou pas du tout. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait, et à vous abonner à ma chaîne YouTube si mes vidéos vous plaisent. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.